Ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont pauvres, notamment les gens des Lumières qui disaient ça. Mais les gens des Lumières, c'était pas les jansénistes. Encore que le procureur La Chalotais, breton, oui c'était La Chalotais, si je dis une bêtise et que quelqu'un veut me reprendre, faut pas hésiter, hein, parce que l'émotion, ça me fait quelquefois dire confondre un nom avec un autre, a écrit un plan d'instruction qui, au moment où ils ont réussi à interdire les jésuites, proscrivait l'instruction des laboureurs, c'est-à-dire des gens des campagnes. Donc ça faisait partie de leur plan. Donc ils ne voulaient pas qu'on instruise les enfants des pauvres. Et les jésuites n'étaient pas du tout sur cet état d'esprit. Au contraire, ils estimaient que donner l'instruction, communiquer le savoir, c'était leur bien. La deuxième chose, c'était le bien. C'était vraiment... accomplir leur devoir et la volonté divine. C'est comme ça qu'ils le vivaient. Il y avait autre chose que reprochait aux jésuites, c'était leur indulgence. Et l'indulgence reprochée aux jésuites, quand j'ai découvert ça, je suis vraiment tombée de l'armoire. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu dire que les jésuites étaient au contraire des gens extrêmement rigoureux. Et j'apprends qu'on leur reprochait d'être trop coulants. Je ne comprenais pas. Et j'ai commencé... J'ai étudié le truc et je me suis rendu compte que en fait les jésuites n'avaient pas ne professaient pas une religion appelant au masochisme, c'est-à-dire qu'on était là quand même pour s'accomplir, pour être heureux. Alors il y a la loi, elle est rigoureuse, et ils étaient rigoureux les jésuites, hein. Vous savez, pour réussir à sortir de chez les jésuites avec une bonne formation, on y passait, ça y allait à la badine, hein. Ils étaient extrêmement sévères, mais ils étaient sévères et justes, ils étaient sévères avec tout le monde et juste avec tout le monde. Mais ce qu'on leur reprochait, c'était d'avoir de ne pas empêcher les gens de profiter de la vie. Donc je me suis rendu compte que l'idée que j'avais de la rigueur des jésuites, en fait, ne s'appliquait pas à eux, mais elle s'appliquait plutôt à leurs pires ennemis, qui étaient les jansénistes, pour qui véritablement la vie était une vallée de larmes et rigoler c'était pas permis, quoi. Officiellement. Ils rigolaient bien par derrière. Ça, c'était complètement hypocrite. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert par la bande, c'est-à-dire en m'intéressant d'abord au dossier d'Amiens et ensuite aux enlèvements d'enfants, que tout ce que j'avais appris sur l'Église, sur l'absolutisme royal, c'était plus ça, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Comment j'ai découvert les Lumières? Au milieu. Les Lumières, c'est exactement au même moment. Quand est-ce que Diderot écrit son encyclopédie? L'encyclopédie, c'est un gros dictionnaire qui est prévu pour faire alors c'est un projet franc-maçon, hein. Il y a des francs-maçons qui sont venus voir Diderot, ils l'ont recruté, parce que c'était un type qui avait pas les deux pieds dans le même sabot, et ils l'ont recruté, ils lui ont dit voilà, on voudrait faire comme on fait les Anglais. Les Anglais avaient fait un gros projet qui s'appelait la Cyclopédia. On voudrait faire un dictionnaire qui soit français, on va pas aller traduire les Anglais, on va faire aussi bien que les Anglais, on va faire un gros dictionnaire. Et on va faire avancer la raison, le savoir et tout. Enfin, la grande idée de l'encyclopédie, telle que ça a été présenté en tout cas au départ, c'était de faire un dictionnaire exhaustif autant que possible de l'état du savoir, de l'état des techniques et de l'époque. Et ça, c'est un projet franc-maçon, clairement. Donc l'encyclopédie commence et les jésuites applaudissent. Les premiers articles de l'encyclopédie qui sont sortis, il y avait un journal tenu par les jésuites qui s'appelait le Journal de Trévoux, qui était un journal de critique littéraire écrit par des jésuites. Donc vous avez vraiment le point de vue jésuite à partir du Journal de Trévoux. Ils applaudissent à tout rompre quand ils voient arriver l'encyclopédie. Ils disent c'est bien écrit, c'est bien fait et tout. Et hop, l'encyclopédie démarre. Et le journal de Trévoux, les jésuites, au fur et à mesure que les articles sortent, ils se rendent compte que derrière le truc, il y a une idéologie. Il y a une idéologie derrière les Lumières. C'est-à-dire que c'est pas simplement le savoir. C'est une remise en question grave, véritablement grave, de la religion. Alors, si vous voulez le savoir, je ne peux pas vous résumer l'encyclopédie, c'est vraiment trop gros et je serais outrecuidante de vous faire croire que je l'ai lu. J'ai pas lu l'encyclopédie. J'ai lu les articles que j'ai cherché et qui m'intéressaient pour ma recherche. J'aime autant vous dire que quand vous lisez l'article Dimanche, par exemple, vous comprenez la rage. Qu'est-ce que c'est que le dimanche? C'est le jour où les gens foutent rien. Il faut les faire bosser le dimanche. Vous imaginez? Alors, la première partie
partie, le dimanche est sanctifié par ceci, par cela. Ils avancent masqués dans l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'ils prennent d'abord le langage qui va plaire, qui va pas choquer. Le dimanche est sanctifié parce que ceci, parce que cela. Et puis à la fin de l'article, et alors évidemment, quand on fait le calcul de toutes les journées perdues, regardez tous les miséreux. Si vous rajoutez le nombre de dimanches qu'on pourrait les faire travailler, multiplié par le nombre de jours, on pourrait faire gagner à l'État et tant, puis regardez le dimanche, les gens des campagnes, au lieu d'aller se saouler au cabaret et de se disputer, ils ont une vision du peuple, ces gens-là, mais un mépris. Vous savez ce que c'est que le dimanche? C'est le moment où le peuple va se bagarrer et se saouler, et il n'y a qu'à les mettre au travail et on va conserver leur moralité. C'est-à-dire qu'ils prônaient, pour faire gagner temps à l'État, et ils chiffraient, ils prônaient d'empêcher les gens d'aller rigoler. Alors au début c'était les plus pauvres et puis après c'était les autres, alors on leur laissait les dévotions le matin, parce que n'allez pas croire que les encyclopédistes, ils voulaient éradiquer la religion, ils voulaient la maîtriser, la contrôler, l'éradiquer sûrement pas. Quand il n'y aura plus de religion, les gens vont faire comme ils l'entendront. Donc ils critiquent la religion telle qu'elle est, ils attaquent, mais ils en ont une meilleure en réserve. L'article jésuite, tel qu'il a été écrit par Diderot, c'est une honte d'écrire des trucs comme ça. C'est une honte, c'est de toute évidence pas un dictionnaire. Dans un dictionnaire, on n'écrit pas des trucs comme ça. C'est un journal de propagande, l'encyclopédie, c'est clair. Allez vous promener dedans, elle est disponible sur Internet, vous faites encyclopédie Lexilogos, vous tombez sur le truc, allez vous promener là-dedans. L'encyclopédie, c'était un journal de guerre contre l'Église, contre la royauté absolue, alors avec toutes les précautions nécessaires au niveau langage, mais franchement, les jésuites qui avaient pas les yeux dans la poche, ils ont très bien compris à quoi ils avaient affaire. Ça veut dire qu'en fait, dans l'encyclopédie, on découvre qu'il y a une force qui est en train de se constituer, en tout cas, alors, qui ne se recoupe pas avec les magistrats jansénistes, parce que les magistrats jansénistes, ils ont une option religieuse, catholique, qui se revendique plus catholique que le pape et plus royaliste que le roi, alors que l'encyclopédie, elle est critique de la religion. Elle dit, et on le trouve d'ailleurs dans l'encyclopédie, la raison est aux philosophes ce que la grâce est aux chrétiens. Les disputes ecclésiastiques, les disputes théologiques entre les jansénistes et les autres, c'est que les jansénistes disent que Dieu n'a pas donné la grâce à tout le monde, alors que les catholiques orthodoxes, si vous voulez, disent que Dieu a donné la grâce à tout le monde. C'est-à-dire que pour les catholiques, les chrétiens, les hommes sont égaux devant Dieu, alors que pour les jansénistes, les chrétiens sont pas égaux, il y a les élus et il y a les autres. Ce qui est très proche d'ailleurs du protestantisme. Et si vous voulez, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que pour les jansénistes, il y a une forme d'élitisme, il y a ceux qui sont élus, ceux qui seront sauvés, ceux qui ont la grâce, et Diderot écrit en toutes lettres dans l'encyclopédie, la grâce est aux chrétiens, la raison est aux philosophes, ce que la grâce est aux chrétiens. Et quand vous lisez l'article philosophe dans l'encyclopédie, vous comprenez que les philosophes estiment que eux ont la raison et les lumières et que le peuple est complètement abruti. C'est un élitisme. L'encyclopédie, et là je suis rentré dedans, alors j'ai fait plusieurs conférences là-dessus, vous pouvez les retrouver, enfin je veux bien répondre à vos questions si ça vous intéresse, mais j'ai découvert que l'encyclopédie que je croyais être les lumières au service de l'homme, c'est les lumières au service des possédants, des puissants, des élus, non plus les élus de Dieu, mais les élus de la fortune et de la richesse. Pascal, c'est le siècle avant. C'est un siècle avant. Le jansénisme sous Louis XIV, c'est-à-dire au XVIIe siècle, est une théologie. Le jansénisme sous Louis XV, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, est une théorie politique. Il y a 100 ans d'écart entre les deux. Voilà. Je vous en prie. J'ai bien sûr lu les provinciales et j'ai vu à quel point ils attaquaient. Encore que les provinciales, j'ai lu également la conférence, j'ai vu la conférence très intéressante de Henri Guillemin sur les provinciales. Il dit à la fin, alors Henri Guillemin qui ne savait pas tout ce que je savais sur les querelles ecclésiastiques du siècle, c'est clair. Henri Guillemin, il n'a pas connaissance de cette histoire de trafic d'enfants et tous ces trucs-là. D'ailleurs,
honnêtement, je vais vous dire, personne avant moi j'ai tout lu sur le sujet. Alors là, moi j'étais aux archives de l'assistance publique et à la bibliothèque de l'assistance publique, j'aime autant vous dire que j'ai absolument tout balayé, personne n'a découvert ce que j'ai découvert, j'ouvre le truc. Donc, Guillemin, qui n'avait pas cette connaissance, d'une part parce que ça se passait 100 ans avant, d'autre part parce qu'on ne peut pas être partout, il prend véritablement la défense des jansénistes par rapport aux jésuites, mais il dit quand même, à la fin de sa conférence, que on reconnaît quand même que Pascal a généralisé des cas et que en fait, il a un petit peu menti, il a un petit peu exagéré, il a un petit peu, enfin bon, il a embrouillé quoi. Il a beaucoup embrouillé. Il a beaucoup embrouillé. Et les reproches qui ont été faits aux jésuites par les jansénistes de l'époque, c'était vraiment, c'était malhonnête. C'était malhonnête. Franchement. Mais c'est vrai que à l'époque de Louis XIV, le jansénisme était une théologie. C'était pas une théorie politique. C'est devenu une théorie politique au XVIIIe siècle. Et vraiment, la chose explose dans sa plus grande violence au moment où sort l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est le début des années 50, c'est fin des années 40, début des années 50, 60. Voilà, c'est cette période-là. Les querelles ecclésiastiques les plus violentes se passent à ce moment-là. À ce moment-là, on est au cœur du truc. Quand je regarde ce que écrit, y avait des textes sont sortis pendant l'affaire d'Amiens, qui ont mis en cause les jésuites, qui n'étaient pas signés des jansénistes et qui étaient repris par des hommes des Lumières. J'ai retrouvé la fabrique de ces textes et c'était fabriqué par Louis-Adrien Lepage, qui était la plume des jansénistes. C'est-à-dire que la même plume qui tirait un boulet rouge contre les jésuites écrivait, c'était le même, il écrivait en direction de la littérature janséniste et des encyclopédistes. C'est le même. Donc je ne sais pas s'ils se fréquentaient, mais en tout cas ils avaient un but unique, commun, pas unique, ils avaient un but commun, c'était de critiquer l'Église et se débarrasser des jésuites. Et ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu. En 1763, les jésuites ont été interdits, ils ont été chassés du royaume. Ça a été le triomphe à la fois de la magistrature janséniste et des gens des Lumières. Ça a été leur triomphe. Alors, quel était le lien? Quel lien pouvait-il exister entre les gens des Lumières et les jansénistes, à part celui-là? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un lien absolument évident entre les jansénistes et la franc-maçonnerie. Alors, je ne fais pas un signe égal avec la suite, mais ça peut faire un pont. Je vais vous dire quel était le lien évident entre les jansénistes et la franc-maçonnerie. C'est que le grand maître de la franc-maçonnerie, c'était le prince de Conti, et il hébergeait Louis-Adrien Lepage, le rédacteur des Nouvelles ecclésiastiques. Voilà, si vous n'avez pas compris. Et le prince de Conti était un grand partouzeur, c'était vraiment un grand débauché, et il hébergeait dans l'enclos du temple Louis-Adrien Lepage, qui était l'âme damnée du parti janséniste. Voilà, j'ai découvert tout ça. J'ai découvert à l'article, dans différents articles de l'encyclopédie, notamment en allant chercher Mendiant. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Mendiant? C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'encyclopédie. Quand je cherchais quand j'étais au cœur de ma recherche sur l'hôpital général, qu'est-ce qui se passait dans l'hôpital général? J'avais différentes sources, j'avais ces fameux registres que j'ai étudiés, j'avais un gros livre magnifique qui a raconté, ça s'appelle L'extravagante affaire, Madame de Moisan ou l'extravagante affaire de l'hôpital général. C'est vraiment un livre de recherche extraordinaire qui a été fait dans les années 50 par un chercheur tout à fait, enfin, qui a essoré les archives. Et j'avais comme autre source ce qu'ils disaient à l'époque, les mémorialistes du temps. Et puis après, je me suis dit, mais tiens, faudrait que j'aille regarder ce que disait l'encyclopédie de l'affaire. Quand on est chercheur, on dit, puis j'étais encore étudiante à l'époque, donc je voulais vraiment aller partout, chercher partout. Et je me suis dit, je vais aller regarder ce que l'encyclopédie raconte de la chose. Donc, je vais chercher ce que dit l'encyclopédie sur Hôpital Général, qui, je vous signale, était la plus grosse institution de l'époque. C'est-à-dire que l'hôpital général était une institution dirigée, je vous ai expliqué, par les magistrats laïcs, puis le roi s'en mêlait pas, il avait tout donné aux magistrats. L'archevêque, vous avez compris, ils l'ont attaqué, ils voulaient pas qu'on s'en occupe. Il y avait des hôpitaux absolument dans toutes les villes de France. Donc, vous avez l'équivalent, si vous voulez, de la Sécu pour le XXe siècle.
C'est-à-dire l'institution qu'on crée qui va s'occuper d'assistance des pauvres. Alors c'était les pauvres, les handicapés, les malades, tous les miséreux étaient pris en charge par l'institution. Donc j'ai dit, je vais regarder ce qu'en dit l'encyclopédie. Hein? D'accord? Rien. Rien. Il n'y a pas d'entrée hôpital général dans l'encyclopédie, qui paraît au moment où a lieu l'affaire. J'ai dit, mais ils sont fous. Vous imaginez le dictionnaire du XXe siècle dans lequel il n'y a pas sécurité sociale. On l'a oublié. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Là j'ai mal lu. Alors je me dis, bon, bah alors s'il n'y a pas hôpital. Alors il y avait hôpital, et dans hôpital, il n'y avait pas hôpital général. Alors hôpital, c'est institution qui est ta. Et alors, comme c'est une encyclopédie, à l'article hôpital, on va vous donner toute la législation, alors en telle année, par décret du demain, on vous donne toute l'explication de l'historique de l'hôpital, jusqu'à 1656, là, hop, on saute. En 1656, rien. Et après, on continue. Mais j'ai dit, mais c'est un dictionnaire, ça. J'en parle à ma prof qui me dit, oh, t'es pas au courant. Alors je cherche. Ben, j'ai dit, je vais chercher à Mendiant, par exemple. Mendiant. Puisque l'hôpital général était là pour... je vais chercher l'article mendiant. Et alors là, les bras m'en tombent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces salauds? Vous savez ce que c'est qu'un mendiant? C'est un flemmard, un cossard. Je lui dis, mais ils sont dégueulasses, ces encyclopédistes. Un mendiant, c'est d'abord un miséreux. Alors, c'est un métier, mendiant. Un mendiant, c'est une personne qui a adopté ce métier. Je dis, mais ils sont dégueulasses. Mais je vous assure, moi j'ai démarré mes études avec l'idée que l'encyclopédie c'était l'émancipation de l'homme, quoi. L'émancipation de quoi? Puis alors j'ai remonté la chaîne. Alors dans Mendiant, pareil, ils expliquent toute la législation concernant la répression de la mendicité, parce que il est de fait que la mendicité c'était un fléau, hein. Ça c'est clair, hein. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Il y avait même des professionnels de la mendicité, c'était les, comment on appelle ça, les cours des miracles, hein. Vous aviez les gens, ils rentraient dans la cour des miracles, ils marchaient sur deux pieds, ils sortaient de la cour des miracles, ils étaient comme ça, parce que c'est pour ça qu'on disait les miracles. C'était les professionnels de la charité. Bon. Donc ça a été, effectivement, la mendicité a été un fléau. Mais avant d'être un fléau, la mendicité, c'était quand même la solution trouvée par les gens qui avaient tout perdu pour pas crever de faim et pour rester honnête. Donc il y avait effectivement un authentique problème de la misère et de la pauvreté qui s'appelait la mendicité, et il pouvait y avoir des solutions autres que uniquement la répression, la culpabilisation, les galères et le fouet. Parce que dans l'article mendicité de l'encyclopédie, la solution contre la mendicité, c'est l'hôpital, c'est l'enfermement, c'est les galères, etc. C'est-à-dire exactement le même langage que les magistrats jansénistes fondateurs de l'hôpital général. Donc là, on a les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a ceux qui se réclament du bon Dieu, puis ceux qui se réclament de la raison. Mais au bout du compte, ils ont la même idéologie. Ils détestent les pauvres. Ils détestent les pauvres. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme alors l'article hôpital, l'article régicide. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que l'article régicide? L'article régicide, ils l'écrivent après l'attentat de Damiens. Dans l'article régicide, d'abord il ment. Il ment et dit l'attentat. Alors c'est obséquieux vis-à-vis alors Sa Majesté, le meilleur des rois, qui est ragnagna ragnagna, et un attentat dont la douleur ne s'est pas encore refermée. Enfin, vous savez, un truc un peu, je peux pas dire à l'eau de rose, mais enfin, vous savez, bon, obséquieux vis-à-vis du roi en disant que c'est un attentat tellement épouvantable que les larmes ne sont pas encore séchées. C'est faux, c'est faux. Quand vous lisez les mémorialistes du temps, ils vous disent 2 mois après, plus personne n'en parlait. Alors ça veut dire que c'est pas vraiment non plus le dictionnaire qui va vous donner complètement l'air du temps et tout, c'est obséquieux. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans l'article régicide? Il raconte que Damien, ils le disent pas en toutes lettres, mais tout est fait pour que vous le compreniez, il a été armé par les jésuites. Je lui dis, mais enfin c'est quoi ça? Je veux dire, c'est un dictionnaire ou c'est un truc de propagande anti-jésuite? Tout le monde a raconté à l'époque que Damien avait été armé par les jésuites parce que les jésuites, c'est bien connu, voulaient la mort des rois. C'est absolument faux. Les jésuites, à l'époque de l'école de Salamanque, c'est-à-dire au XVIe siècle en Espagne, avaient théorisé que la souveraineté était dans le peuple, que le roi était le représentant
enfin, était là pour défendre le peuple, et que quand le roi trahissait son mandat, le peuple avait le droit à l'insurrection. C'est-à-dire que le droit à l'insurrection était une théorie jésuite. Ce que leurs ennemis ont dit, regardez, ils prônent le régicide. Donc du moment que Damien a attaqué le roi, comme il avait fréquenté les jésuites, c'est donc un coup des jésuites. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que Damien avait été 1 an et demi chez les jésuites et 20 ans chez les jansénistes. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'encyclopédie, c'est un article de propagande mensonger, absolument odieux. Et là, j'ai vraiment cessé d'avoir du respect pour ces gens-là. Alors, bon, Voltaire. Bon, d'accord. Alors, Voltaire. Voltaire est le type le plus menteur de son siècle. Je ne vais pas vous faire un cours sur Voltaire, parce que d'abord, je suis en train d'écrire un bouquin dessus, j'ai déjà fait plusieurs conférences, et puis alors là, il faudrait parler que de lui, quoi. Bon. Mais Voltaire est une horreur. Voltaire est un menteur. Tout ce que raconte Voltaire, il faut que vous sachiez que ce qu'il vous raconte, c'est parce que c'est justement pas vrai. Si c'est vrai, c'est d'autres qui l'ont dit. Vous fatiguez pas. Il ment tout le temps. Il ment tout le temps. Il attaque l'Église sans arrêt. Pourquoi? Mais je vais y venir. Il fait partie de ce mouvement qui veut remplacer la superstition, c'est-à-dire la croyance, la foi. L'Église, le catholicisme, qui est quand même la religion de tous les Français. Tous les Français sont catholiques. C'est la religion de la France. Ils veulent juste détruire ça, quoi. Juste le lien. Donc, vous avez Voltaire, bon, c'est bon, c'est la crapule. Non, mais les mots me manquent. Hein, les mots me manquent. Il faudrait trouver des mots qui se. Bon. Mais ce que je comprends. Pardon? Rue. Vous me le marquerez. Que je le retienne. Donc, je découvre en continuant mes recherches que, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent tous ces encyclopédistes? Ils cherchent à instaurer un truc qui est totalement contraire à la fois à la royauté et au catholicisme, qui est le libéralisme économique. Et ça, il faut lire l'encyclopédie. Il faut lire grain, blé, police, et vous avez le poteau rose. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Ils veulent que, par le biais de la raison, enfin au pouvoir, la raison qui aura des noms, par exemple, comme Turgot, on arrête d'écouter ce peuple bête, idiot, imbécile, qui croit qu'il aura plus facilement à manger si on contrôle le prix de la nourriture, alors que les gens intelligents savent que si on laisse courir les prix et laisser le marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande, fixer le prix des subsistances, là, le prix baissera. On ne vous l'a pas faite, celle-là. Enfin, nous, ça fait des années qu'on nous la joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'encyclopédie, c'est une bande de libéraux qui sont payés vraisemblablement par des gens qui les poussent dans ce sens-là, qui écoute un type qui s'appelait Quesnay. Alors Quesnay, c'était le médecin de la Pompadour. Le médecin de la Pompadour. Il était médecin comme je suis archevêque. Je crois que je ferais un meilleur archevêque. Il était pharmacien comme il était médecin, et il était l'inventeur d'un système extraordinaire qui était la circulation des subsistances comme le sang circule dans le corps humain. Il avait fait un truc génial, et son truc, alors il était reçu par la Pompadour. La Pompadour, c'était la maîtresse du roi, hein, vous avez compris, celle qui mettait les petites filles avec l'aide de son petit frère. Et la Pompadour recevait toute cette équipe, le docteur Quesnay et toute l'équipe. Alors il y avait Diderot, il y avait machin, il y avait truc. Alors il n'y avait pas Voltaire qui était déjà parti en Suisse, ou au bord de la Suisse, mais il y avait toute l'équipe de l'encyclopédie qui se retrouvait chez la Pompadour, à Versailles. Toute leur production littéraire, tout ce qu'ils ont pu écrire pour défendre le libéralisme économique, c'était imprimé sur les presses royales. Les pauvres martyrs, vous avez entendu que l'encyclopédie, elle a été poursuivie, pourchassée, martyrisée. Ils écrivaient leurs trucs sur les presses du roi. Hein? C'est vraiment les pauvres tyrannisés. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé le libéralisme économique, c'est-à-dire on va supprimer la police des grains, qui est la police payée par le roi à surveiller que personne ne s'enrichit sur le pain du peuple. La police, elle sert à ça. La police, elle sert à tout. Elle sert
Ah, elle sert à tout sauf à chercher les voleurs. Hein. La police, elle court pas après les criminels, elle n'est pas formée à ça. Elle sera formée après, dans le courant du truc. Mais à l'origine, la police, elle fait ce qu'on appelle la bonne police d'une ville, c'est-à-dire la voirie, les subsistances, la propreté, l'hygiène. Voilà, c'est ça la police. Et la police, tous les matins, elle va au marché et elle surveille que le prix du grain n'est pas indûment augmenté par des salauds, des marchands, des spéculateurs, des affameurs, des monopoleurs, qui vont profiter du fait que, par exemple, ici, la récolte a été un petit peu mauvaise et qu'il faut qu'on achète du blé ici pour en mettre là. Ils vont pas en profiter pour faire monter indûment le prix du blé et s'en mettre plein les poches. C'est-à-dire que l'idée, dans cette époque-là, que quelqu'un puisse s'enrichir, c'est-à-dire faire du bénéfice sur le besoin fondamental du peuple, c'est mal. Mais c'est mal pourquoi? Parce que l'Église le dit et que le roi le dit. Mais comme ces gens-là sont complètement dépassés, on va aller vers la modernité. Hein? Alors on se débarrasse d'abord des jésuites qui étaient vraiment les seuls qui pouvaient lutter contre cette attaque libérale. Et dès 1763, moment où les jésuites sont chassés du royaume, Louis XV, qui a besoin d'argent parce qu'il est endetté jusqu'à là, enfin il y a plein de raisons, mais la Pompadour est une grosse raison au milieu. Le roi ont réussi à le convaincre que s'il fait ce que dit le bon docteur Quesnay et ce que disent les encyclopédistes, c'est-à-dire tous ces gens des Lumières, s'il renonce à ces théories totalement dépassées de surveiller le prix des choses au lieu de laisser faire la raison et le marché, parce que la raison et le marché, ça va, il va pouvoir enrichir tout le monde. Et alors le libéralisme, c'est un truc génial, ça s'appelle la pierre philosophale. On va enrichir tout le monde et appauvrir personne. Et ça va être le paradis sur terre. Ça va être génial. Le roi qui d'abord, il n'a jamais essayé, donc il veut bien essayer. Il est serré de près par... Vous savez comment il s'est endetté, le roi? C'était vachement pratique. Il faisait sans arrêt des cadeaux à la Pompadour, qui d'ailleurs même savait dépenser de l'argent, même en avance. Par exemple, quand elle lui organisait son anniversaire, c'était lui qui payait. Elle lui faisait des trucs mirobolants. Et comme il n'avait pas d'argent à lui, hein, le roi, c'était pas... et ben, il empruntait. À qui? Eh ben, aux amis de la Pompadour et de l'encyclopédie. Tout ce petit monde-là, ça frayait dans les mêmes... oh ben, je peux vous le dire, dans les mêmes bordels en plus. Parce qu'on a des détails. Donc tout ce petit monde pousse le roi à tenter l'expérience. Et en 1763, acte 1, on se débarrasse des jésuites. Acte 2, on libéralise le prix des subsistances. Eh bien, c'est le monde dans lequel on vit, figurez-vous. C'est-à-dire que ce que ces gens-là ont réussi à obtenir, ils l'ont réussi en 3 coups. Premier coup, 1763, jusqu'à la fin des années 60. 3, 4, 5, 6, 7, un petit peu vite. Le roi accepte de retenir sa police des grains, qui était là jusqu'à présent pour protéger la population contre les marchands. Et on interdit à la police des grains d'intervenir. Des émeutes dans tout le royaume. Des émeutes dans tout le royaume. Acte 1. Acte 2. Louis XV meurt, il est revenu en arrière, il dit non, c'est bon, l'expérience est concluante, c'est une catastrophe, le libéralisme, les gens s'appauvrissent brusquement. On dit à la campagne, la moitié des paysans achètent leur pain. Pourquoi? Parce qu'un paysan, tout le monde ne fait pas du blé. On fait également autre chose. La moitié de la population paysanne n'est pas productrice de blé, donc elle l'achète. Et ceux qui l'achètent, ça peut être également les ouvriers agricoles. Il y a beaucoup de petits propriétaires. Dans l'Ancien Régime, il ne faut pas croire que c'est les gros seigneurs qui possèdent tout, puis les autres malheureux derrière. Non. La propriété et la petite propriété est très très importante dans l'Ancien Régime. Mais même un petit propriétaire de terre, il peut avoir une vache, des moutons, et il achète son pain. Et le pain, brusquement, est trop cher. C'est la première expérience libérale. Deuxième expérience libérale. Louis XV meurt. Louis XV a compris, il est revenu en arrière et tout, et il meurt. Arrive Louis XVI, 20 ans, ayant perdu son père assez jeune, c'est-à-dire en position psychologique de vouloir faire confiance à un homme qui va représenter une image un peu paternante. Vous voyez ce que je veux dire? Et Turgot, homme des Lumières s'il en fut, a cette image-là. Et Turgot vient présenter ses hommages à Sa Majesté. Alors il a l'outrecuidance de lui dire ce n'est pas au roi que je me donne, mais c'est à l'homme honnête, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, il était devant le roi, il n'était pas devant uniquement un honnête homme. C'est vraiment l'outrecuidance, mais enfin ça, il est Lumière.
Et Turgot recommence l'expérience. Empire. Et là, guerre des farines, soulèvement généralisé, le pain devient trop cher. Mais que font les hommes des Lumières? Alors Voltaire, au bord de la Suisse, Condorcet, qui est une grande image des Lumières, Condorcet, tout le monde dit mais Condorcet, c'est mais oui, Condorcet disait il n'y a qu'à tirer dans le tas. Attendez, le peuple français n'est pas d'accord parce que le pain est trop cher, mais il croit seulement que le pain est trop cher. Les gens sont tellement bêtes, ils s'imaginent que le pain est trop cher. Donc vous avez des émeutes absolument partout, c'est un soulèvement, les gens sont indignés. Il y a des choses qui se sont dites concernant le sacre de Louis XVI. Louis XV est mort en mai 1774 et Louis XVI a été sacré à Reims un an après, le 11 ou le 12 juin 1775. Et il y a quelqu'un qui a crié on a entendu dans les couloirs du château de Versailles, c'était en pleine guerre des farines, Louis XVI sera sacré le 11 et massacré le 12. Pourquoi? Parce que le pain est devenu trop cher. Pourquoi le pain est trop cher? Parce qu'on a introduit une théorie qui est la théorie véritablement des encyclopédistes, qui consiste à dire il n'y a qu'à laisser faire le marché. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement des Lumières? C'est le remplacement de tout ce qui relève du transcendant et du divin par le profit. Le profit. On a remplacé Dieu par le profit. Il paraît qu'il faut trouver ça génial. Moi, j'ai cru que c'était génial jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il y avait derrière. Le gigantesque mensonge qu'on nous a raconté sur les Lumières, c'est ça. J'ai compris, et j'étais pas parti pour, je cherchais autre chose, que tout ce qu'on m'a raconté sur l'Église, sur la religion, et sur cette sacro-sainte laïcité, c'était mensonge et compagnie. Une horreur absolue dans la fabrique de mensonges, c'est l'odieux Voltaire, c'est ahurissant. Tout ce que vous croyez savoir sur les crimes odieux de l'Église commis dans un régime, ce sont des inventions du siècle. Vous voulez que je vous en donne quelques-unes ? Alors, il y a les inventions du siècle, et puis après, il y a celles qui ont été reprises. La plus grosse, elle a surtout été inventée en 1830, mais Voltaire avait quand même un petit peu ouvert la voie. Là-dessus, je veux bien exonérer Voltaire. On va attaquer tout de suite 1830. J'ai lu, alors j'ai fait une conférence là-dessus, mais je peux vous la résumer, et tout le monde n'a pas lu toutes mes conférences, donc je veux bien en reparler ici. Si on vous dit, et je l'ai toujours entendu dire comme ça, qu'au Moyen-Âge, l'Église, les tribunaux d'inquisition ont brûlé 1 million de sorcières, je choque personne. Eh bien, il y a juste 4 mensonges là-dedans. C'est-à-dire que, 1, on n'a pas brûlé de sorcières au Moyen-Âge, mais à la Renaissance. 2, c'est pas les tribunaux d'inquisition qui ont brûlé les sorcières, ce sont les tribunaux laïcs. 2, c'était pas 1 million, c'était quelques dizaines de milliers, ce qui est déjà bien suffisamment atroce. Et 3, c'était pas que des sorcières, puisqu'on a également brûlé les curés. Vous croyez pas que ça suffit quand même? L'Inquisition et les sorcières, non. L'Inquisition a pourchassé au Moyen-Âge des hérétiques. Des hérétiques, pas des milliers d'hérétiques. Je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas rentré dans le détail. Je sais qu'un historien extrêmement sérieux, qui est malheureusement mort maintenant, parce que s'il n'était pas mort, j'y serais vraiment allé lui rendre un hommage. Je veux dire, il y a des historiens, je les admire tellement, moi je leur écris, bon. Puis il me répond. Lui, malheureusement, il est mort, c'est Norman Cohn. Norman Cohn est un historien britannique qui a fait une recherche sur l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Il dit l'histoire de l'Inquisition telle qu'elle a été écrite par Étienne Léon de la Motte-Langon, sur lequel tout le monde a copié pour raconter l'histoire de l'Inquisition, est le plus gros canular de l'histoire. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Voilà. Premier truc.
Voltaire défendant la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort. Et c'est faux, il a jamais dit ça. Il a envoyé des gens à la Bastille parce qu'il y faisait de l'ombre, il a harcelé jusqu'à la mort et jusqu'à après la mort un savant qui s'appelait Maupertuis, qui était un grand savant français, qui avait eu le malheur de lui faire de l'ombre. Il l'a harcelé de sa méchanceté, de ses libelles fielleux, jusqu'à après sa mort. Il a envoyé en prison un jeune Labaumel qui avait eu l'outrecuidance d'écrire que Voltaire était probablement trop bien payé à faire le zouave chez Frédéric de Prusse. Il disait on payait moins cher les bouffons du temps où il y avait des bouffons du roi, parce que Voltaire il faisait le zouave auprès de Frédéric, je veux dire, il produisait rien du tout. Et Voltaire l'a fait emprisonner, embastiller 2 fois. 2 fois. Comment il faisait Voltaire? Il avait le bras long, voilà. Il avait le bras long. Il avait le bras suffisamment long, ce malheureux. Alors Voltaire, il a été embastillé 2 fois, dit-on. Oui, il a été embastillé parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour être embastillé. Et croyez-moi, la Bastille, pour Voltaire, ça a été une promenade de santé. La première fois qu'il a été embastillé, il l'a été pendant 1 an, il en a profité pour faire une tragédie, il avait toutes les douceurs de la Bastille, il mangeait à la table du gouverneur et tout et tout. La deuxième fois, il a dû passer 3-4 jours, où il recevait tellement de monde. C'était au début du règne de Louis XV, hein, c'était quand il était encore jeune. Il recevait tellement de monde pendant son incarcération que le gouverneur de la Bastille, et j'ai lu la lettre, dit c'est pas parce que j'ai autorisé monsieur de Voltaire à recevoir de la visite qu'il doit transformer la Bastille en salon mondain. Hein? Alors vous voudrez bien non mais je l'ai vu la lettre, hein. Vous voudrez bien noter les quelques personnes que vous voudrez bien autoriser à venir rendre visite à monsieur de Voltaire, mais pas tout Paris, quoi. Enfin bon, vous imaginez le malheureux. Et Labaumel, quand il a été embastillé, lui, c'était pas ces conditions-là. C'était vraiment infernal. Il a fait embastiller également un excellent critique littéraire qui s'appelait Élie Fréron. Élie Fréron faisait de la critique littéraire. Il a été le 2e critique littéraire de l'histoire de la littérature française. Vous en aviez un premier qui était l'abbé Desfontaines, qui est celui qui a véritablement créé pour le siècle, hein, ça existait peut-être avant, mais disons dans ce qui n'existe plus. Il n'y a plus de critique littéraire maintenant, il y a de la promotion, mais il n'y a plus de critique littéraire. Mais vous aviez un monsieur qui s'appelait l'abbé Desfontaines, qui a véritablement créé la critique littéraire, c'est-à-dire on prend une œuvre littéraire, on l'étudie selon tel et tel critère, ensuite on fait un rapport selon tel et tel critère et on publie ça, et ça faisait le succès des revues littéraires du siècle. Donc le premier c'était l'abbé Desfontaines, et le second c'était un élève de l'abbé Desfontaines qui s'appelait Élie Fréron, qui avait la passion de la littérature et du journalisme. Voltaire l'a fait embastiller plusieurs fois. Il a fait saisir son journal, il l'a fait détruire et il en est mort. Il en est mort. C'est pas Voltaire qui avait fait un traité sur la tolérance? Ah, mais si. Il a fait un magnifique traité sur la tolérance. Je vais vous expliquer ce que c'est que le traité sur la tolérance de Voltaire. Voltaire a écrit le traité sur la tolérance à partir de l'affaire de l'affaire Calas. Alors je vous raconterai pas les détails de l'affaire Calas parce que je suis dessus. Et que je vous dirai pas tout avant d'avoir tout trouvé. Mais je vais vous dire dans les grandes lignes. L'affaire Calas, c'est un protestant à Toulouse qui a été accusé d'avoir tué son fils, qu'on a retrouvé mort chez lui, et on l'a accusé de l'avoir tué parce que son fils voulait se faire catholique. Donc c'est un crime d'intolérance que de l'avoir condamné, parce qu'on a condamné Calas, parce que la populace, parce que c'est toujours la populace, c'est jamais le peuple ça n'existe pas, c'est toujours la populace. La populace a accusé Calas d'avoir tué son fils parce qu'il voulait se faire catholique, alors que tout le monde sait que le fils s'est suicidé. Voilà, ça c'est la version de Voltaire. Hein? Donc c'est une affaire d'intolérance religieuse. Et à l'issue de ça, il écrit pour la tolérance. Et avec, paraît-il, une prière à Dieu. Enfin, c'est pas paraît-il, je l'ai lu. Oh Dieu, ils s'en foutaient de Dieu. Mais alors je vous raconte pas. Il n'en avait rien à faire de Dieu. Il voulait pas qu'on croie qu'il était athée, parce qu'il disait si mes gens croient qu'il n'y a pas de Dieu, ils me voleront mon bois et mon blé. Ces paysans.
Donc il fallait pas dire publiquement qu'on croyait pas en Dieu. Ça c'était entre gens, entre élus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors publiquement, oh Dieu, hein, la tolérance, machin et trucs. Donc le traité de la tolérance qui a été écrit par Voltaire à l'issue de l'affaire Calas, qu'il a réussi quand même à faire rejuger. Hein. Voltaire, il a fait un tel foin autour de... Alors, Calas, il a été reconnu coupable et il a été exécuté. Il a été exécuté. Puis c'était atroce, les exécutions. Il était roux et vif. C'est une mort atroce. Vraiment, les juges, c'était pas des tendres. Enfin bon. C'était pas les juges qui faisaient les lois. Hein. C'était le roi qui faisait la loi. Donc les juges, ils l'appliquaient. Mais là, vraiment, ils n'étaient pas tendres. Moi, j'ai trouvé dans le supplice de Damien une telle barbarie de la part des juges que j'ai une espèce de réaction épidermique, de rejet par rapport à ces gens-là. Mais certainement à tort, je veux dire. Les juges, quand ils jugeaient vraiment en fonction du droit. C'était pas des rustos, c'était pas des sadiques. Sauf certainement dans l'affaire Damien, mais pour des raisons spécifiques. Le supplice de Calas a été un supplice atroce parce que c'était les façons de faire de l'époque. Bon. Pas plus pour lui que pour les autres qui ont été roués. Mais ce que Voltaire nous explique dans son traité de la tolérance, c'est que c'est l'intolérance religieuse qui a tué Calas. Et moi qui ai mis le nez dans le dossier, je vais autant vous dire que Calas, c'est pas l'intolérance religieuse qui l'a tué, c'est un jugement qui l'a reconnu coupable d'avoir tué son fils, c'est tout, hein, ni plus ni moins, cherchez pas. Hein. Alors qu'il se soit trompé ou pas n'est pas la question. Ce que je sais, c'est que la raison pour laquelle il a été condamné et exécuté, c'est qu'il a été reconnu coupable d'un crime qui s'est commis chez lui. Porte fermée. Et personne n'est rentré. Hein? Bon. Où il est le fanatisme là-dedans? Dans l'imagination du gars. C'est un mensonge. C'est une manipulation. Voltaire, Calas, la tolérance. Mensonge, mensonge, mensonge. Mensonge. Quel est le but de Voltaire là-dedans? Il attaque l'infâme. L'infâme, c'est la religion catholique. La religion catholique qui ne veut pas entendre parler de libéralisme, qui ne veut pas entendre parler d'élitisme, qui ne veut pas s'entendre dire qu'il y a les gens qui sont plus égaux que les autres et que les riches ont plus de droits que les pauvres. Ça, c'est le catholicisme. Et Voltaire n'en veut pas, il veut s'en débarrasser. Il y a un jour, il a dit un jour à un magistrat, plutôt un haut magistrat lui a dit un jour, il frayait vraiment avec la haute, un magistrat lui a dit, mais enfin, vous n'allez quand même pas croire que vous allez détruire l'Église. Vous savez ce qu'il a répondu? On verra. On a vu. On a vu. Tous les mensonges de Voltaire sont repris par les anticléricaux. Moi, quand je prends un anticlérical, alors moi j'étais anticlérical, je l'ai été. Moi j'ai mangé de ce pain-là. Alors quand je retourne voir mes anciens copains anticléricaux, je leur dis, bon bah... attends, excuse-moi, maintenant j'en sais un petit peu plus. Alors il y a l'affaire du Chevalier de la Barre. C'est quoi l'affaire du Chevalier de la Barre? Chevalier de la Barre, c'est un jeune homme de 19 ans qui en 1766 a été décapité parce qu'il a refusé, c'est dans le jugement, de se découvrir devant une procession à moins de 25 pas. Donc c'est de l'intolérance religieuse, vous êtes d'accord? Quel rapport? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? C'est pas l'Église qui juge. L'Église n'a rien à voir avec ça. Ce sont les juges qui jugent. Et les juges, ils sont anticléricaux déchaînés. Les juges font la guerre à l'Église. Ils ont mis la main sur un jeune homme de 19 ans qui pourtant avait des protections. Il était petit cousin du premier président du Parlement de Paris. Mais au-dessus du premier président, il y avait le procureur. Et le procureur, il avait comme magistrat, on ne peut pas dire à sa botte, mais disons à sa dévotion certainement, qui a vu en appel le procès du Chevalier de la Barre pour cette histoire. Alors c'était des histoires beaucoup plus graves que l'histoire de ne pas se découvrir. Hein. Parce que ça faisait partie du jugement. Mais moi j'ai regardé tout ce qu'on reprochait au Chevalier de la Barre. Il y avait bris de crucifix, défécation au pied d'un crucifix, masturbation sur des hosties consacrées. Il y en avait large. Il y en avait large comme ça. Mais on ne le dit pas, ça. On ne le dit pas. Bref. Pardon ? C'était pas vraiment, je vais vous expliquer. C'était pas vraiment ça. C'est pas jugé. Non, c'était pas vraiment ça parce que c'était des jeunes gens de bonne famille qui essayaient en fait de pousser les limites. Mais
ils essayaient de pousser les limites et ils ont été arrêtés pour un bris de crucifix. Ils ont pas osé faire ça devant tout le monde quand même, quoi. Mais ils s'en vantaient suffisamment pour qu'on sache que c'était eux. Et bon. Donc l'affaire du Chevalier de la Barre, le magistrat qui, en appel, a été chargé par le procureur de rapporter le procès est le même qui a dépecé Damien vivant, quoi. Hein? Donc on a quand même la même clique. Eh bien, Voltaire a fait du Chevalier de la Barre un crime de l'Église. Car rien n'a à y voir, ni de près, ni de loin. Et non seulement l'Église n'a rien à y voir, ni de près, ni de loin, mais c'est l'Église qui est visée dans la condamnation de la Barre. Parce que quand vous connaissez, comme je les connais maintenant, les querelles ecclésiastiques, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'Église dit « les affaires religieuses nous concernent, ne vous en mêlez pas ». Et que les juges disent non, c'est nous les juges qui sommes habilités à juger. Et là, il y avait blasphème, il y avait crime de lèse-divinité, et les juges ont condamné et exécuté la Barre pour faire pièce aux prétentions de l'Église de s'en occuper seule. L'évêque d'Amiens, Monseigneur de la Motte, jusqu'à la dernière minute a essayé de sauver le jeune homme. Et il s'est opposé, alors d'une part, au refus du roi, pour des raisons que j'arrive pas à déterminer, parce que c'est vraiment odieux, mais enfin bon, il faut que j'aille regarder de plus près pour comprendre pourquoi le roi a laissé faire. Parce que c'est pas clair. Le roi pouvait donner sa grâce. En toute hypothèse, Louis XV, je ne l'ai jamais vu accorder sa grâce. Ni pour Damien, ni pour les enlèvements d'enfants. Je ne l'ai pas vu accorder sa grâce. Mais Monseigneur de la Motte est allé jusqu'à la dernière minute pour essayer de sauver le jeune homme. Jusqu'à la dernière minute. Et les habitants d'Abbeville, où s'est faite l'exécution, croyaient tellement que Monseigneur de la Motte, qui était un saint homme, allait obtenir la grâce du jeune homme et qu'on allait lui sauver la vie, et qu'on allait, je veux dire, c'était scandaleux, quoi, de décapiter un garçon de 20 ans pour des bêtises qui étaient certainement graves, mais enfin qui méritaient une bonne correction, certainement pas la mort. Ils étaient tellement persuadés que Monseigneur de la Motte allait obtenir cette grâce qu'ils ont repoussé l'exécution une demi-journée et que chaque fois qu'ils entendaient un galop, ils disaient « c'est la grâce qui arrive de Paris ». Et Voltaire a fait de ça un crime de l'intolérance religieuse dans lequel il met en cause. C'est mensonge, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Toute l'histoire vue par Voltaire, et Voltaire a tellement bonne presse dans un certain milieu. Moi, je vois les gens avec qui je peux pas dire que je me dispute, mais enfin, disons, par Internet interposé, avec qui je vois que je suis en opposition concernant les Lumières, c'est jamais des historiens, c'est toujours des profs de lettres. Les historiens, ils savent que ce que je raconte est vrai. Et les profs de lettres, comme ils lisent Voltaire comme auteur, ils disent « Regardez ce qui est beau, ce qu'il écrit ». Mais je dis pas que c'est beau, mais je dis pas que c'est pas beau, c'est totalement faux. J'ai pas dit que c'était moche, c'est faux. Et un prof de lettres peut pas savoir que c'est faux, parce que pour savoir que c'est faux, il faut connaître le contexte, c'est-à-dire il faut connaître l'histoire. Et en l'occurrence, l'histoire, ils ne la connaissent pas. Et c'est comme ça qu'on passe dans les lycées. Et c'est vrai que j'ai étudié Voltaire, non pas en histoire, au lycée, en littérature, en cours de français. Mais on a embrouillé des générations de Français sur ces trucs-là. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais effarée de voir tout ce que j'avais pu gober. Tous les trucs concernant les fameux crimes de l'Église, le pouvoir exorbitant de l'Église sur la femme, c'est faux. Mais c'est faux. C'est totalement faux. L'anticléricalisme en France est une construction faite sur des mensonges. Sur des mensonges de gens qui n'avaient qu'une idée, c'était de se faire de la grosse galette. Parce que le libéralisme économique, c'est enrichissez-vous. Quel qu'en soit le prix pour la population. C'est peut-être pour ça que Voltaire, apparemment, a suggéré au roi de ne pas soutenir la Nouvelle-France, d'abandonner le territoire. Alors, je vais vous dire ce que je sais. Je vais vous dire ce que je sais des positions de l'odieux Voltaire sur les quelques arpents de neige. Alors la question c'était est-ce que ça aurait justifié les positions de Voltaire sur la perte du Canada, hein. Au traité de Paris, enfin quand la France a perdu le Canada dans les conditions que vous connaissez beaucoup mieux que moi, il a dit quoi? Quelques arpents de neige. Des arpents de neige, ou juste quelques arpents de neige. Pourquoi est-ce qu'il était contre la possession du Canada? Parce que Voltaire faisait partie des gens pour qui
le bien commun passait par le libéralisme économique qui passait par la production agricole métropolitaine. Toute colonie représentait a priori une attraction pour des gens trop misérables en France, susceptibles d'aller chercher fortune outre-mer. C'est-à-dire que l'obsession de ces gens-là était d'augmenter la population française, et tout ce qui était susceptible de mettre en danger la croissance en métropole de la population française était considéré comme mal. Si le Canada était un objet d'attraction pour une paysannerie qui voulait chercher fortune ailleurs, c'était mieux de le perdre, parce qu'il fallait garder nos paysans à la maison. Mes paysans, mes gens. Et c'était un des arguments qu'il a développé quand il a demandé la réhabilitation de Calas. Il disait, si vous ne réhabilitez pas Calas, qui était protestant, les protestants vont partir et vous allez perdre de la population. Il y avait une obsession chez les gens des Lumières de retenir la population et de l'augmenter. À telle enseigne que Voltaire, je l'ai dit dans une conférence, à un moment donné, il disait, quand les hommes partent à la guerre, il faudrait les forcer à engrosser autant de filles qu'il y a de soldats qui partent. Comme ça, au moins, le truc, ça s'appelle du viol collectif. Hein. Si les mots ont un sens. Hein. Il ne disait pas qu'ils fassent des bébés à leurs femmes. Il disait non, qu'on organise, qu'ils engrossent autant de filles qu'il y a de soldats qui partent à la guerre, pour être sûr de remplacer. Parce que la guerre, c'est très utile. D'abord, ils se faisaient des fortunes avec la guerre. Puis la guerre, c'était très utile pour régler un certain nombre de problèmes. Alors, il disait, c'est très vilain, la guerre. Je ne suis pas belliqueux, mais... Je ne suis pas un mais. Et il avait trouvé cette solution pour résoudre les problèmes que représentaient les morts à la guerre, c'est d'organiser le viol collectif des filles avant le départ des militaires. Voilà. Ça, c'était tout Voltaire. Donc, une des raisons, je pense que une des raisons, si ce n'est la raison, mais il y en a peut-être d'autres, je ne les ai pas cherchées, mais en tout cas, celle-là est absolument évidente. Toute colonie représentait pour les gens désireux de s'enrichir sur le développement d'une agriculture libéralisée, mise entre les mains des bourgeois, faisant travailler. La paysannerie, elle produisait pour elle-même. La paysannerie, c'était l'âme de la France. C'était la petite exploitation, c'était vraiment les communautés villageoises. C'était opposé à l'idée même de capitalisme. Alors que le développement agricole tel que rêvé par les encyclopédistes, c'était pratiquement la prolétarisation de la paysannerie, les possessions par des gros possédants, ce qui se faisait dans les colonies. Hein. Dans les colonies, aux Antilles, vous aviez des gens. Alors on avait exporté, on avait importé des nègres. D'ailleurs à l'époque des enlèvements d'enfants, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une des hypothèses que j'aimais pour expliquer pourquoi on les enlevait, c'était pour les envoyer aux colonies, parce qu'il s'avérait à partir de ce moment-là que le trafic de nègres rapportait beaucoup moins qu'avant. Quand on arrivait à avoir des nègres pour une poignée de cerises, on faisait des gros profits. Quand on s'est rendu compte que les nègres, d'abord il y en avait moins, il fallait les chercher plus loin, et puis qu'ils se dépadaient les bougres. Hein, bon. On a dit, on va faire de l'élevage. Alors, il y avait un gars qui s'appelait Pierre de Chamousset que Voltaire trouvait génial, que Diderot trouvait génial, que l'encyclopédie trouvait génial, que la Révolution a trouvé génial. Pierre de Chamousset, il disait, les nègres, on va d'abord faire de l'élevage, ensuite, on les revendra. Les libérer les nègres, vous êtes pas bien, attendez, c'est pas les Lumières, ça. On les revendra et on les remplacera par des enfants des hôpitaux. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à enlever les gosses. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlevait les enfants dans la mesure où il n'y avait qu'à en prendre à l'hôpital? C'est justement parce que c'est à l'époque où l'archevêque est arrivé à la tête de l'hôpital. C'est tout à fait concomitant. Au moment où il y a une nouvelle direction qui arrive à la tête de l'hôpital, où vraisemblablement on servait abondamment de gosses, on a dit, il n'y a qu'à ramasser ceux qui traînent. Et ces gens avaient un tel mépris du peuple qu'ils ont imaginé qu'ils pouvaient prendre les enfants dans la rue, puis que les parents, ils en avaient d'autres, et puis ils allaient laisser faire. Alors ça, c'est pas connaître les Français. Oui, mais au siècle avant. Au siècle avant. Alors il y avait celles qui étaient volontaires, puis celles qui l'étaient moins. Il y a eu quand même des enlèvements forcés. Mais c'était pas des enfants, les filles du roi, c'était des jeunes femmes. C'était des jeunes femmes, c'est pas des enfants. Tandis que les enlèvements d'enfants, c'était des enfants. On a enlevé des enfants de 7-8 ans pendant les enlèvements d'enfants. Et Pierre de Chamousset, il disait, il n'y a qu'à prendre les enfants dans les hôpitaux, puis on les enverra dans les colonies, ça remplacera avantageusement les nègres. Alors attendez, les Lumières et les droits de l'homme, faut arrêter, enfin pas à moi, hein.
pas à moi. Les droits de l'homme, c'est une tarte à la crème, quoi. C'est les grands principes qu'on voit comme ça, mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Moi, je suis passé, on peut pas dire que je suis passé de l'autre bord. Moi, j'étais pas à gauche, passé à droite. Moi, j'étais à gauche par rapport à une droite, dont j'ai compris que tout ça, c'était de l'embrouille et que le peuple réel, il est dessous. On nous embrouille avec tout ça. Je veux dire, la réalité n'est pas ça. L'Église n'était pas ça. Les Lumières n'étaient pas ça. C'est vraiment, c'est toute l'histoire telle qu'on nous l'a vendue pour tout ce qui concerne l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est quoi? C'est ce qui précède la Révolution. Hein. L'Ancien Régime, c'est le siècle de Louis XV, en gros, l'Ancien Régime. On parle pas, quand on parle du siècle de Louis XIV, on dit pas l'Ancien Régime, on dit le Grand Siècle. Donc, tout ce qu'on nous a raconté sur l'Ancien Régime, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Voilà comment je suis arrivé à découvrir tout ça. Alors, ce que je voudrais vous raconter pour la petite histoire, c'est que en année de DEA, je me suis heurté à une hostilité mauvaise, méchante et déclarée de ma nouvelle prof. Parce que celle de maîtrise, elle m'a pas suivi. Elle m'a dit, attendez là, vous vous éloignez trop de mon champ d'études habituel. Je vous conseille gentiment mais elle m'adorait, hein, moi j'étais très très bien avec elle. Donc j'ai pris une autre prof qui m'a déclaré une guerre. Mais alors, elle m'a fait rater 1 an. Vous savez comment on fait rater 1 an à un étudiant? Eh ben on le laisse se présenter à l'examen sans lui dire comment il faut qu'il présente son mémoire. Tout simplement. Tout simplement. Et comme c'était elle ma directrice d'études, je n'avais personne d'autre qu'elle à qui demander comment faire. Je lui avais envoyé toutes mes recherches au fur et à mesure, donc elle savait exactement ce que j'allais lui présenter, et elle m'a dit, le jour de l'examen qu'elle m'a fait passer fin septembre, elle m'a appris à ce moment-là que c'était pas comme ça qu'on faisait. Elle était la seule habilitée à me le dire. Alors elle a dû s'imaginer que j'allais partir en pleurant. Ah ça, j'ai pleuré un coup, pas devant elle. J'ai surtout piqué une rage. Et j'ai dit, je recommence. Ben, elle est obligée de me donner la mention très bien. Une fois qu'elle m'a fait enlever toute critique du jansénisme et toute critique des Lumières, j'ai retiré de mon mémoire toute critique des Lumières et j'ai conservé intégralement ces commentaires rageurs sur les brouillons que je lui envoyais, dans lesquels elle me faisait retirer tout ce qui disait du mal de l'encyclopédie, de Diderot et de tous ces gens-là. Sur des trucs totalement mensongers. C'est-à-dire que vraiment, j'avais tellement le nez dans mes archives et dans mes sources que je sais que j'avais raison. Je la confronte, je ne peux pas dire quand elle veut, je ne veux plus la voir, ça alors là. Mais je dis, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. J'avais raison. J'avais raison. D'ailleurs, si j'avais tort, pourquoi m'aurait-elle donné mention très bien à mon mémoire uniquement parce que j'aurais enlevé ce qui disait du mal de l'encyclopédie? Ça veut dire que le reste était bon, ça veut dire que je ne suis pas mauvaise. C'est tout. Je ne peux pas être très bien, mention très bien, sans dire du mal des Lumières, et devenir mention 0 si j'en dis du mal. Donc ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi derrière. Donc vraiment j'ai eu l'hostilité déclarée de cette prof qui a certainement voulu me faire abandonner, mais là elle est tombée sur un os parce que je suis quand même plus accrocheuse que ça. Puis je comprenais que j'étais au cœur de trucs qui étaient essentiels, quoi. Je sentais qu'il y avait des choses que... D'abord, quiconque veut vous censurer vous montre que vous avez le doigt sur un truc important, hein, c'est pas... Bon. Ce que j'ai compris par la suite de la Révolution, c'est qu'en fait, la Révolution a été la destruction au nom des Lumières. Ça le dit pas, mais c'est ça qui s'est passé, au nom des Lumières, de tout un monde solidaire qu'on a remplacé par un monde de brutes. Un monde de brutes. Le travail des femmes et des enfants, c'est à la Révolution que ça se joue. La prolétarisation dans des conditions atroces de tout un monde français, de toute une population paysannes, solidaires, de les transformer en gens qui descendaient dans les mines, dans des villages, dans des zones industrielles polluées. Alors, je veux dire, la chute du bien-être des Français après la Révolution, c'est monstrueux. La révolution industrielle, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, il paraît que ça... Juste avant de continuer, d'après vous, quelle aurait été la motivation de votre professeur de vous mettre des bâtons dans les roues? Je pense qu'aujourd'hui... Elle voulait me faire abandonner, monsieur. Je suis sûr qu'elle voulait me faire abandonner. Dans quel but? Dans le but que je ne dise pas des choses qui remettent en cause ce sur quoi elle gagne sa croûte.
Attendez, Université de Paris 7, Paris Diderot... Non mais c'est clair. Attendez, l'université veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. C'est clair. Enfin pour moi, je sais pas. Vous voyez une autre chose. Elle a cru que j'allais abandonner. D'ailleurs, quand elle doit voir passer mes vidéos, je pense qu'elle rigole. Là. Elle doit rigoler jaune. Non mais attendez, elle m'a complètement. Je donne pas les noms. Hein. Moi, je fais pas de diffamation. Mais elle se reconnaît. N'inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est pas difficile d'imaginer que l'historien, elle a bien vu que je trouvais, oui, elle a bien vu que je trouvais des trucs importants. Donc elle a voulu me faire taire. Elle a voulu me faire taire. Elle gagne sa croûte de la défense de tout un système. Le système universitaire, il est laïcard, il est à gauche, il est laïcard, il est anticlérical, il est anti-religion et tout. Elle, avec ces trucs-là, elle va nous foutre notre truc en l'air. D'ailleurs, je suis en train. Hein. Alors, l'université, non. Je veux dire, j'ai pas la prétention de m'attaquer à l'université. Mais au niveau vraiment du public qui veut savoir, je vous assure que j'ai des gens qui... Mais moi, je tombe des nues hein, de voir le succès que je rencontre avec ce que je raconte. Moi, j'ai fait un premier truc en disant l'anti-humanisme des Lumières, j'ai cru que j'allais avoir quelques centaines de personnes que ça intéresse, puis ça a commencé à fuser de tous les côtés. Pourquoi ? Parce que en mettant le doigt sur ces trucs-là, je remets à l'endroit une série de mensonges sur lesquels on a créé trop de mal, quoi. On a fait trop de mal. Faire croire à la France qu'à l'Ancien Régime, les gens souffraient et qu'à la Révolution, tout le monde a commencé à aller bien, c'est absolument faux. Je veux dire, la Révolution, maintenant, plus j'entre dedans, je la vois comme 10 ans d'épouvante. D'épouvante. C'est vraiment une horreur. C'est vraiment une horreur. Je le dis à différentes reprises, mais on ne peut pas voir la même chose au Québec. Encore que. Moi, il me semble qu'au Québec... Pardon ? Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Je pense qu'on peut voir en partie la même chose au Québec, mais on le voit particulièrement en France. Regardez les bâtiments, les villes, d'avant la Révolution et d'après. Regardez où est le